Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de l'émission qui se prend au mot micro. Pour cette dernière émission de l'année, nous allons parler des magazines LGBT+, d'hier et d'aujourd'hui à l'occasion des 25 ans de Tétu qui a été lancé, créé en 95 par Pierre Berger. Tétu a été le premier magazine francophone à traiter des questions homosexuelles. Et nous sommes avec Didier Lestrade par téléphone, un journaliste et écrivain qui est une grande figure du militantisme homosexuel en France. Il s'est engagé dans la lutte contre le sida. Il a notamment joué un rôle clé au sein de l'association ACT UP, tout le monde le sait, dont il est donc le fondateur. Didier Lestrade, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, tu as créé donc le magazine Tétu avec Pascal Loubet à l'époque, financé par Pierre Berger, qu'on connaît, qu'on ne présente bien sûr pas. Le magazine, donc, alors, il fut le principale publication LGBT française. Cette collaboration s'est donc terminée en 2008 et en 2009, tu as été aussi rédacteur en chef de la revue en ligne Minorité. On en parlera, mais d'abord Tétu. Comment tu es arrivé à Tétu? C'est lié à ton combat et tout de suite on est venu te chercher parce qu'on s'est dit que c'était toi, l'homme de la situation, pour diriger ce magazine? C'est pas fait exactement comme ça en fait. Quand Guépier s'est arrêté en 91, j'étais un des deux journalistes qui est resté dans l'équipe. Et en fait, j'ai passé les années suivantes à essayer de convaincre Guépier de financer ce qui allait être Tétu. Puisque Guépier s'était engagé à relancer un titre de presse et en fait, après plusieurs années, on a bien compris que il ne le ferait pas. Et à partir de ce moment-là, Pascal Loubet m'a rejoint dans le projet. Il m'a dit je vais t'aider comme d'habitude. Et la dernière situation, le dernier recours qu'on avait, c'était d'aller voir Pierre Berger. Pierre Berger, à ce moment-là, déjà soutenait ACT UP et dans une certaine mesure, Tétu était le prolongement du travail d'ACT UP, puisque il y a beaucoup de personnes d'ACT UP qui ont travaillé à Tétu. Et donc, c'était un engagement aussi que Pierre Berger avait pris auprès de Klaus Welle avant sa mort, comme quoi un média mixte LGBT devait exister et Pierre Berger devait s'engager pour le soutenir. Oui. Donc ça n'a pas été, on n'est pas venu me chercher. J'ai fait le tour des popotes pour voir qui est-ce qui était intéressé. Ouais, donc tu as fait tout un travail de terrain, ce qui est bien sûr bien. Et alors les premières années, qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans ce magazine-là? Quelle a été la lutte à cette époque-là, en 95? Forcément, 95, c'est une année très dure. Hein. Moi, ça a été une année très dure au niveau personnel. J'ai eu une dépression en plein moment où on créait Tétu, une dépression amoureuse. Mais faut pas oublier, c'est l'année, je crois, de la réaction de Chirac. C'est le moment où, au niveau du VIH, c'est pratiquement le moment le plus dur parce que les antiprotéases arrivent, mais elles sont pas encore disponibles. Et on est vraiment dans un moment où vraiment la communauté gay va très mal. Mmh. Et donc, forcément, Tétu a été très marqué par le VIH dès le début. Avec un cahier spécial. Et c'est vrai que notre but, c'était de faire un magazine qui soit plus proche de la presse internationale, comme Out, qui avait du succès aux États-Unis à cette époque-là, et puis de prendre des idées à la presse anglaise comme Heidi, faire un magazine. Les premiers numéros, on voit très bien qu'on a très peu de moyens, c'est-à-dire que la maquette est très sobre et tout, mais je crois que le ton et l'esprit du magazine a quand même réussi à attirer pas mal de gens qui nous ont soutenus beaucoup pendant les premières années. Les premières années, comme tu dis, elles ont été très très difficiles. À l'époque, tu étais déjà militant ACT UP? Ah ben oui, en 95. Donc finalement, tu pouvais mêler les deux. Comme j'ai créé ACT UP en 89 et même avant, ça faisait depuis 87 que je travaillais sur le sida, oui. Ouais. Tu pouvais donc arriver à faire les deux parce que c'est un véritable le combat, ça demande du temps, du travail. Oui. Hein.
Et ton équipe, à cette époque-là, elle était constituée de qui avant de trouver par la suite, on aura tout à l'heure en ligne aussi Christophe Martet, qui vous avez rejoint en 99. C'était des amis en Ouais, fait. On a commencé Tétu presque comme si c'était un fanzine, avec des amis, des gens autour de nous qu'on connaissait, comme Patrick Thévenin, que je connais depuis toujours. Et puis on a essayé de faire entrer Loïc Prigent dans l'équipe, mais ça s'est pas fait dès le premier comité de rédaction où il est parti en claquant la porte parce que il trouvait que le travail était trop rigide. Mais c'était des amis, soit personnels, soit autour d'Actub, soit dans la presse. Et on essayait de rassembler une équipe qui soit soudée, ouais, qui ouais, soit ouais, avec des rapports d'amitié aussi, hein, ce ouais, qui est ouais. très important dans la presse. On a tendance à oublier que, bien sûr, c'est un milieu très compétitif, mais l'idée, c'était et aussi de tenter de faire un magazine mixte, ce qui était une gageure énorme à l'époque parce que ça serait très difficile. Et puis, en fait, dès les premiers numéros, ce côté mix a été un peu abandonné par Pierre Berger, Ouais. qui de toute façon n'était pas très intéressé par ces sujets. Et alors, les premiers numéros, qu'est-ce qu'on pouvait voir en première page et en couverture et ma deuxième question aussi, c'est est-ce que le magazine a été bien reçu et bien perçu quand on voit Tétu dans les kiosques Il a été bien reçu dans le sens que les lecteurs attendaient depuis longtemps un média LGBT. Mais il faut voir aussi que dès les 3 premiers numéros, quand même, il a fallu arrêter la publication sur ordre de Pierre Berger parce que les ventes du premier numéro, qui avaient été très bonnes, ne se sont pas répétées sur le deuxième ou le troisième numéro. ouais, Donc il y a eu une période d'arrêt et de réflexion pour faire un journal, et c'est là où l'argent est arrivé plus professionnel. Mais dans les premiers numéros, il y avait beaucoup de news sur l'époque, déjà des sujets de reportage. Et puis c'est vrai qu'on essayait de créer une image en couverture qui serait beaucoup plus proche ouais. des jeunes et des lecteurs. Même si on a commencé à mettre des people en couverture très vite, mais à l'époque c'était des people gays. On a commencé à mettre des hétérosexuels en couverture bien plus tard. Ah oui. Et les people à l'époque, homo de l'époque, c'était... Pardon, j'ai pas entendu. non, les people homo de l'époque, si tu pouvais nous citer des noms. C'est Alex Taylor, Ouais, c'est des personnes qui sont forcément out depuis longtemps. Et c'était le type de personnes qu'on voulait mettre en avant, puisque pour nous, c'était des célébrités qui sont exemplaires ouais. et qui n'ont jamais eu à faire de coming out trop tard ou Alex Tel, alors oui. forcé. Ouais, Et c'est vrai qu'on voulait mettre en avant ce côté naturel du coming out, ce ouais. côté Alors, ouais, volontariste et très politique. ouais. Et il faut voir vraiment que Tétu était l'organe, dans une certaine mesure, l'organe de presse Effectivement, d'Actub. ouais. Donc toutes les idées d'Actub D'accord. étaient dans Tétu. Alors, tu parlais de Alex Taylor, donc on rappelle que c'est un journaliste aujourd'hui français, mais aussi britannique, et qui avait donc à l'époque assumé son homosexualité. C'était rare à l'époque hein, qu'un journaliste comme ça puisse se mettre en avant. C'est rare, mais c'est surtout du fait à l'extérieur, est anglais, et Oui, c'est vrai que la position sur le coming out dans les pays anglo-saxons est quand même, à ouais, l'époque en ouais, tout cas, était vraiment avancée par rapport à la situation qu'on avait en France. Donc, des personnes comme ça, c'était vraiment faut dire qu'on les admirait. Donc c'est pour ça qu'on voulait les mettre en couverture. ouais. Pour nous, c'était des personnes qui avaient absolument tout Ouais. compris du combat LGBT et SIDA. Donc on aurait du mal à trouver des personnes aussi Ouais. célèbres à l'époque pour les mettre en couverture. Avant-dernière question, Didier, donc Magazine Têtu, donc c'est un mag gay lesbien, même à l'époque, dès le début. Dès le début, on essaye de faire une équipe mixte.
Et puis après, pendant les années suivantes, Axel Le Dauphin, beaucoup d'autres journalistes se sont rejoints Tétu. Moi, en tout cas, je ne peux pas vraiment dire comment est le numéro 25, le numéro du 25e anniversaire, parce que je ne l'ai toujours pas reçu. Donc, pourquoi? Moi, ça m'énerve un peu comme ça de donner des interviews à des journalistes pour un numéro et d'être complètement mis sur le côté. Ouais, c'est terrible. C'est proche de la cancel culture. Moi, je dois dire une seule chose sur Tétu, c'est que c'est quand même incroyable qu'il y ait si peu d'intérêt sur les personnes qui ont créé ce magazine il y a 25 ans, alors que une nouvelle génération ne nous connaît pas. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas très content de la manière... Nouvelle génération, moi j'ai un technicien en face de moi qui s'appelle Mills. Ton âge, c'est Mills. J'ai 26 ans. Il a 26 ans, donc déjà, il te connaît. Je veux dire, on va avoir comme intervention... Il est dans un milieu où vous avez plein d'interviews, vous êtes à la pointe de... Mais c'est vrai que je ne crois pas que les jeunes sachent vraiment avec quelle difficulté ce magazine a été créé. C'est un magazine qui a été vraiment créé dans la douleur, alors que, par exemple, Act Up, quand on l'a créé, ça ne s'est pas fait autant dans la douleur que ça. Il y avait vraiment une envie commune. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait beaucoup de personnes dans la communauté gay qui nous disaient que Tétu ne marcherait jamais. Didier, dernière question avant d'accueillir Didier Roth-Bétoni par téléphone également. Pour toi, les meilleures années Tétu? C'est celle du numéro 100, autour du numéro 100. Je crois que et l'actualité, c'était? Je ne me rappelle pas, mais en termes d'efficacité, de succès, de vente et tout ça, de renom, c'était autour du numéro 100. D'ailleurs, le numéro 100 est énorme. Quand on le compare au numéro anniversaire d'aujourd'hui, c'est très différent. Didier, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, ton appel, et merci pour ton combat. Tu es toujours avec nous, bien sûr, et à très très vite sur les ondes de Homo Micro. Bonne journée. Merci. Je vous embrasse tous. On t'embrasse. Ciao. Au revoir. I wasn't able to stop my sexual desire. You were unable to stop your sexual desire. Pleasure drops on wet butters. Pleasure drops on wet butters. I wasn't able to stop my sexual desire. You were unable to stop your sexual desire. Now let's go, baby, now it's time to take me home. Now let's go, baby, now it's time to take me home. Now let's go, baby, now it's time to take me home. Now let's go, baby, now it's time to take me home. Fresh blood, breath, smells. Fresh blood, breath, smells. I wasn't able to stop my sexual desire. You were unable to stop your sexual desire. Fresh blood, breath, smells. Fresh blood, breath, smells. I wasn't able to stop my sexual desire. Now let's go, baby, you know it's time to take me home. Now let's go, baby, you know it's time to take me home. Now let's go, baby, you know it's time to take me home. Now let's go, baby, you know it's time to take me home. Sexual. Sexual.
Desire, desire, desire. Desire, desire, desire. Desire, desire, desire. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, consacrée aux 25 ans du magazine Têtu. Vous venez d'entendre Didier Lestrade, le fondateur de l'époque en 1995. Nous sommes avec un invité qu'on fera intervenir tout à l'heure, un artiste. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Amar, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Tu seras amené Merci à par vous. présenter ton single. Ready to Dance, ouais. Le 17 décembre décembre, sortira donc exact. ton album. Et alors ton single, avant d'en venir un peu, donc il est aussi inspiré, c'est parce que c'est parti aussi d'un projet de la Marche des Fiertés qui a été organisé à Disons- Saint-Denis. Oui, c'est ça, exactement. En fait, tout a été lié. Je travaillais déjà sur l'album et on a fait un concert pour la Pride des banlieues, la première qui a été organisée à Saint-Denis. Et ensuite, il y a un film qui s'est mis dessus et tout le projet a été lié ensemble. Et l'album était indépendamment, évidemment, de ça. Et ensuite, on a lié le tout et ça a fait ce beau projet ensemble. Le documentaire, rappelle-nous le nom du réalisateur. C'est la première marche qui a été réalisée par Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray. Ouais. Et distribuée par Outplay, ouais. Ce sont des amis, ceux qu'on a vus sur le terrain de la Marche des Fiertés à Saint-Denis, les acteurs principaux du documentaire. Ce ont été les gens de Saint-Denis Ville au Cœur qui ont monté le projet exactement. Ouais. Et moi, j'ai été rajouté à ça par Sœur Malsaine, qui est un collectif de Parisiens qui organise des événements. Et c'est de cette rencontre que j'en suis venu après à rencontrer les réalisateurs du documentaire, tout en parallèle de mon album. Et ensuite, on a décidé de travailler ensemble sur le morceau et l'incorporer dans le film. Comment tu es arrivé à la musique et à chanter ? De base, moi, je faisais du ballet et en faisant du burlesque et ce genre d'événements. Et puis, bizarrement, je suis entré à faire de la musique en ayant des premiers groupes de rock et ensuite à continuer de travailler mon projet et aujourd'hui à faire cet album. Donc cet album, aujourd'hui, je réalise avec Corps des Alpes et Pomme de Pau, deux musiciens absolument incroyables. Et on a travaillé 1 an ensemble sur le projet, à réellement créer tout cet univers et cette exploration musicale aussi qui est relativement très engagée. Je vous propose peut-être de passer le single de Amar. Alors, tu as travaillé ça en studio ? Bien sûr. Ouais. On a travaillé, comme je disais, 1 an sur l'ensemble de l'album et le clip de Ready to Dance qui sort la semaine prochaine. Et lui, pour le coup, on a voulu vraiment le présenter comme une ode à la culture LGBT, justement, et en prenant des images du film de la première marche et aussi en prenant des images d'archives du mouvement LGBT et aussi des images actuelles. J'ai fait un concert au Stonewall en février, donc il a fallu qu'on incorpore ça aussi. C'était comme avoir une sorte de journal intime un peu du combat LGBT, mais aussi de tout ce qu'il y a autour de la musique, le rapport au ralliement et à la célébration. Et c'était important pour nous d'inclure ça dans la musique, mais aussi dans l'image, dans le message que ça peut porter.
Alors c'est un morceau, en tout cas, que moi j'ai aimé. Ok. C'est très rythmé. Uh-huh. L'inspiration est venue comment? Et c'est toi qui as écrit la musique, Oui, oui, Amar? et on l'a co-composée, coproduite avec Cor des Ouais. Alpes et Pomme de Pau, qui sont mes collaborateurs sur l'album. On l'a écrite et j'avais envie d'un morceau qui soit un peu plus léger, mais qui reste quand même, comme je vous disais, avec quand même un élan engagé, ce qu'on peut retrouver sur l'ensemble des morceaux de l'album, et, euh, et qui soit aussi un peu plus dans sa légèreté, mais qui donne envie de danser aussi un peu, qui Ouais. soit plus frais. Amar, tu restes avec nous pour la Bien suite sûr. de l'émission. Nous avons en ligne Didier Roth-Bettoni, journaliste critique de cinéma, ancien rédacteur en chef de Mensuel du cinéma, de la saison cinématographique et du magazine culturel Gay Ex Aequo. Donc ça date un peu. Il a aussi dirigé le magazine Illico, tout en continuant bien sûr à écrire régulièrement sur le cinéma. Didier, merci de revenir parmi nous. Bonjour Brahim, merci à toi. Et alors, te demander en fait, nous rappeler un peu tous les magazines qui ont vu le jour jusqu'à maintenant, s'il fallait un peu nous rafraîchir un peu la mémoire et faire connaître un certain nombre de choses aux jeunes qui nous écoutent. Oh là là, c'est une longue histoire que tu me demandes de raconter. En fait, en France, on s'en tenir à la France, la première revue qui directement homosexuelle date de 1909. Et elle s'appelait Académo, elle a duré à peine un an, une dizaine de numéros. Après, il va falloir attendre 15 ans pour en avoir une autre, en 1924, qui s'appelle Inversion. Il y en aura après quelques autres qui vivoteront dans les années 30-40. Et puis en 1954, il y a le bulletin de l'association Arcadie. Arcadie, c'est la première grande association homophile, comme elle s'appelait à l'époque, de convivialité et de culturel homosexuel. Donc l'association va regrouper des dizaines de milliers de personnes à travers la France, et il y a un bulletin qui va circuler pendant 28 ans jusqu'à la disparition d'Arcadie en 1982. Dans les années 60-70, il y a toute une presse qui va se créer plus autour de la photo et qui va prendre le prétexte à la fois du culturisme, à la fois de la danse, à la fois du spectacle pour montrer des jeunes gens plus ou moins habillés et parler indirectement d'homosexualité. Donc c'est des titres qui s'appellent Olympe, Jean-Paul, In, voilà. Donc ça va aussi durer dans les années 60-70. Et puis il y a là cette année 1979 qui est celle où beaucoup de choses se réinventent, puisque c'est l'année de création de Guépier, qui est le premier grand hebdomadaire et mensuel d'abord, puis hebdomadaire gay français, militant, politique, qui arrive vraiment dans la foulée du militantisme gay. Voilà les débuts. Donc en 79, il y a ce journal Guépier, dont le nom est trouvé par Michel Foucault, c'est quand même pas rien, et qui va être pendant presque près de 20 ans l'espèce de navire amiral de la presse gay française, sachant que puisque Guépier va disparaître en 1993, si je ne dis pas de bêtises, 92 ou 93, je crois, mais que dans l'intervalle, d'autres revues vont naître, en particulier certaines que j'ai très bien connues puisque j'y ai beaucoup collaboré, qui est d'abord le magazine gratuit d'information qui s'appelait Illico, qui naît en 1988, je crois, et qui va durer jusqu'en 2007, et qui perdure encore sous forme d'un site internet aujourd'hui. Et puis, dans le cadre d'Illico, qui va constituer une sorte de petit groupe de presse gay à ce moment-là, d'autres titres vont naître, un magazine lifestyle qui s'appelait Idol, et surtout cette revue, on va dire, qui va travailler à la fois sur l'actualité, sur les débats autour de l'homosexualité, sur la culture LGBT, qui s'appelait Ex Aequo, et que j'ai eu le plaisir de diriger pendant ces 3 ans d'existence. Voilà. En 1995, il y a Têtu, mais je crois que vous avez Didier Lestrade qui en parle dans l'émission, beaucoup plus que moi, puisque lui on a été l'un des fondateurs. Et voilà. Alors ça, c'est uniquement la presse gay. Évidemment, il y a une presse lesbienne qui existe aussi en parallèle, qui est avec notamment le magazine Lesbia, qui naît au début des années 80, je crois, et qui a disparu il y a quelques années seulement. Voilà, donc un panorama un peu rapide jusque au début des années 2000,
puisque à partir des années 2000, plein de choses vont changer. Beaucoup de titres vont disparaître, en tout cas dans leur version physique. Beaucoup de choses vont se passer sur Internet et des sites d'information comme YAG, comme Committee d'aujourd'hui vont naître, vont plus ou moins durer longtemps. Mais voilà, la presse, je ne veux pas dire que la presse gay ou LGBT a disparu complètement. C'est pas du tout le cas. Il existe encore des choses, notamment une presse gratuite qui est assez dynamique, que ce soit sur Paris, mais aussi en province. Je pense notamment à un magazine qui est basé à Lyon, auquel je collabore, qui s'appelle Hétéroclite, qui est vraiment un magazine de très très bon niveau, à la fois dans ses analyses politiques et ses ouvertures culturelles. Donc voilà, c'est un panorama qui est très vaste. Il y a beaucoup de titres et des choses très différentes, à la fois de la presse payante, de la presse d'information, de la presse plus de mode de vie, de la presse plus engagée politiquement, de la presse gratuite qui elle aussi va de la presse extrêmement futile, frivole sur les soirées, à une presse plus militante pour être au plus près des gens, et puis une presse aujourd'hui qui passe par Internet, où là aussi on trouve des formes, des approches extrêmement différentes. Et puis j'oublie un troisième registre, qui est un registre plus que du niveau de la revue, de la revue presque, je vais pas dire scientifique, mais dans laquelle on a des contributions longues autour de sujets plutôt intellectuels, et ça a été un titre qui est né dans les années 79 aussi, à peu près en même temps que Guépier, qui s'appelait Masque, qui a duré 5 ou 6 ans, je crois. Il y a eu ensuite une tentative qui s'appelait La Revue H, qui a duré quelques années. Voilà, donc il y a un foisonnement de choses, de nature et de formes très diverses qui se sont produites depuis on va dire 50 ans. Ouais. Alors la presse papier, le support papier, est-ce qu'il aujourd'hui encore mérite d'exister avec tout ce qui se développe, comme tu disais tout à l'heure, sur Internet, avec les différents supports? Beaucoup de gens font plutôt appel à ces supports-là. Moi, le papier, tu y crois encore? Tu penses qu'elle a encore des années devant? Oui, la question de la presse papier, elle est extrêmement compliquée, surtout sur une presse, on va dire de niche, comme la presse LGBT, dont on sait qu'elle n'a pas des tirages énormes, et donc la presse papier, c'est quelque chose qui coûte cher, et donc c'est un vrai sujet. Après, on sait qu'il y a un mode de consommation qui est très différent de l'information sur le papier et celle sur le net. Sur le net, on trouve un peu ce qu'on cherche. Dans le papier, on nous ouvre des perspectives, des découvertes très différentes. Je pense aussi qu'il y a des gens qui sont pas forcément familiarisés encore avec Internet et qui préfèrent avoir le support papier. C'est aussi une manière de conserver. Oui, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose. Et puis moi j'ai beaucoup de mal, par exemple, à lire sur Internet des articles ou des choses très longues. Je trouve que c'est vraiment très fatigant. La presse papier a aussi une forme de confort de lecture sur des choses longues, un peu complexes. Donc moi j'espère que la presse papier a encore un avenir. J'y crois encore. Après, je pense qu'il faut qu'elle se réinvente en étant complémentaire de déclinaison Internet, quoi. Il faut pas que la presse papier doit ouvrir des perspectives, et puis les sites Internet qui peuvent être liés à des titres papier offrent d'autres choses, peut-être une réactivité plus grande, peut-être. Mais voilà, le papier, ça permet aussi de se poser, de réfléchir, de prendre du recul. Voilà, il faut trouver une articulation entre ces différents types de presse, mais c'est très compliqué. Didier Roth-Betteny, merci pour ce grand tour d'horizon, vraiment. Merci. Et à très très vite. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.
De retour à l'émission qui se prend Homo Micro, qui fête à l'anniversaire bien sûr de Tétu, les 25 ans de Tétu. Et nous avons en ligne Christophe Martet, qui est passé par Tétu dès 1999. Bonjour Christophe, comment ça va ? Bonjour Brahim, ça va très bien. Tu arrives au magazine Tétu 99, tu peux nous expliquer comment s'est passée ton arrivée et contrairement à Didier Lestrade, on est allé te chercher ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Didier, justement, terminait son livre sur Act Up en début 99 et m'avait proposé d'écrire les pages Tétu+, donc les pages consacrées au sida et au VIH dans Tétu. 5-6 pages à l'époque quand même, tous les mois, ce qui n'était pas rien, c'était le seul magazine qui faisait ça tous les mois. Et donc je l'ai remplacé pendant quelques mois sur ces pages et très vite j'ai eu le projet avec Thomas Noustali, le rédacteur chef de l'époque, de lancer Tétu+, qui était le guide gratuit d'information sur le VIH et qu'on a lancé donc en décembre 99, le premier numéro qui était édité à 200 000 exemplaires. Un magazine gratuit avec des reportages, des témoignages et aussi un truc très innovant qui était des fiches par traitement, des fiches par combinaison thérapeutique et qui permettaient aux gens de s'y retrouver dans les effets secondaires, dans les posologies, dans les modalités de prise, etc. Ouais. Et alors, en ce qui concerne donc ce magazine, donc on peut dire que depuis sa création et une fois qu'il s'est arrêté, ce sont les meilleures années Tétu ? Je ne sais pas si ce sont les meilleures années Tétu, mais en tout cas, c'est vrai que quand je suis arrivé, Tétu était en progression et c'est vrai que moi j'avais créé aussi l'agenda Tétu, je m'étais occupé de l'agenda Tétu, notamment avec Xavier Hérault, et qui était un agenda inséré dans Tétu et qui couvrait l'actualité régionale, et ça a donné, je pense aussi quand même une plus grande ouverture au magazine qui parfois était critiqué pour être trop parisien ou trop parisiano-centré. Et de fait, avec l'agenda, on avait quand même une grosse couverture de ce qui se passait en région. Et on a accompagné aussi ce mouvement, justement, de visibilité et de plus grande présence militante et aussi commerciale de la communauté LGBT+, en région. Donc c'est vrai que ça a été des années de très forte croissance, puisqu'on avait quand même des tirages très importants de Tétu à partir de 2001-2002, et aussi une plus grande acceptation des questions LGBT, des questions gays, donc aussi plus de pubs. Et alors, aujourd'hui, comment tu vois un peu l'usage papier, le support papier ? On en parlait un instant avec Didier Roth-Bétoni. On l'avait déjà un peu évoqué ensemble. Et comment toi, tu vois un peu l'avenir des supports papier et celui d'Internet ? Est-ce qu'on va pouvoir toujours faire les deux, jongler avec les deux, ou à un moment donné, on se passera du papier ? Dis-nous tout. Je crois que c'est très difficile aujourd'hui d'envisager effectivement un avenir, ou en tout cas c'est vrai que la presse magazine en général se porte quand même très très mal. Bon, Tétu a fait le choix de sortir tous les 3 mois, donc on n'est plus tout à fait dans le même dispositif. Il faut rappeler qu'en France, la presse, en particulier la presse papier, est très aidée par les pouvoirs publics, et tant mieux, mais en même temps, voilà, ça veut dire qu'il y a une forte dépendance aussi quelque part aux aides pour l'envoi, pour l'impression, etc. Et donc, c'est vrai que ça montre quand même une presse qui est un peu sous perfusion, une presse papier, mais en même temps qui a toujours son utilité, je pense, parce que l'accès Internet, oui, maintenant beaucoup de gens ont accès Internet, mais quand même, le fait de pouvoir conserver aussi des magazines, c'est important, mais très clairement aujourd'hui, effectivement, les choses se déroulent plutôt sur le net, notamment en ce qui concerne l'actualité, le suivi de l'actualité, des dossiers, etc., des questions LGBT. C'est vrai que ça se passe quand même beaucoup sur Internet aujourd'hui. Ouais. Christophe, dernière question. Romain Durel va donc intervenir dans quelques instants donc par téléphone. Un message à l'équipe Tétu. Moi, je suis en tout cas très content que Tétu existe encore. Je suis tout à fait... j'aime beaucoup que la presse LGBT soit diverse. Il y a Tétu, il y a UAG, maintenant je m'occupe de Comitid, et c'est vrai que chacun et chaque média a ses spécificités, et tant mieux. Et complémentaires aussi. Parce que les communautés LGBT+,
voilà, ne peuvent plus se reconnaître uniquement dans un seul magazine ou un seul média et qu'il faut pouvoir justement laisser s'exprimer d'autres voix dans la communauté. Merci Christophe et à très vite. Je ne te dis pas pour les 25 ans de Committed parce qu'on aura l'occasion de se retrouver d'ici là. J'espère, Ouais. oui, parce que je ne sais pas si je pourrai encore parler dans 25 ans. Ah, Mais bon, si, on verra si. ça. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Amar, alors tu viens d'entendre un certain nombre de personnes qui ont présenté différents magazines LGBT. Toi-même, tu achètes des magazines ou tu vas sur Internet directement pour t'informer? Les deux, c'est assez variable, mais c'est vrai qu'on a plus une facilité à atteindre aujourd'hui une presse qui soit en ligne. C'est une vérité, mais moi j'aime encore avoir ce magazine papier, beaucoup de magazines d'art et de mode aussi qui sont beaucoup plus utiles de les avoir en papier, et même pour j'aime avoir le feuillet avec moi. Retour à la musique avec ce que tu produis, donc ce qui va sortir le 17 décembre. Dis-nous un peu comment tu travailles, explique-nous un peu une journée de travail chez toi. En rapport avec la musique, généralement c'est j'écris ou je peaufine des idées de mélodie, et ensuite c'est avec Cœur des Alpes et Pomme de Pau en studio, on arrive à plus ou moins entendre des univers et partir sur des choses, et on part d'un mot, même d'une idée ou d'une mélodie, et c'est comme ça qu'après on arrive à développer le morceau, puis on revient dessus. Enfin, c'est comme une peinture, on commence à faire une première esquisse, puis après on commence à faire à remplir des formes, à enlever, à remettre, et c'est tout un process qui justement est très enrichissant. Avec le morceau que nous avons donc écouté tout à l'heure, tu vas nous rappeler donc le titre. Ready to Dance. Tu avais des choses à ajouter à ce propos? J'aime que ce morceau puisse être à la fois dansant, mais qui reste aussi avec en lisant entre les lignes, on voit qu'il y a un engagement qui est derrière, ouvertement LGBTQ+. J'aime qu'il y ait beaucoup de gens qui ont été liés à ce projet. J'aime qu'il soit sur un film qui, je trouve, est absolument incroyable, et aussi d'avoir pu faire participer des amis à ce projet, qui soit que les gens pourront voir dans le clip. Tout a été filmé, ce sont que des vraies images, qui soient d'archives ou des images qui ont été filmées dernièrement à New York par des amis, qu'on retrouve dedans, et je trouve que le message est vraiment est beau, et j'aime beaucoup ce projet. Tu vas rester avec nous, tu vas rester avec moi pour finir l'émission, et nous avons tout de suite en ligne Romain Burel, l'actuel directeur du magazine Têtu. Bonjour Romain, comment ça va? Bonjour. Merci de nous appeler, de nous parler un peu de ces 25 ans. Ça doit être quand même pour toi une fierté de diriger un magazine comme celui-ci. C'est une fierté, surtout que en fait, moi j'étais pas là il y a 25 ans. On se sent, avec les équipes qui font le magazine et le site internet aujourd'hui, on se sent comme les héritiers, un peu fiers et humbles aussi d'un titre qui a animé la vie des personnes LGBT depuis 25 ans. Donc c'est un bel anniversaire. On est super content de le fêter, et surtout d'être encore là. Ouais. Alors quand tu dis que tu n'étais pas là, tu as quel âge, si ce n'est pas indiscret? Beaucoup de gens Moi j'ai 40 ans, donc 40 quand ans, le Têtu est sorti pour la première fois en 1995, j'avais 15 ans. Autant dire qu'en fait, c'est un magazine avec lequel je me suis construit depuis le début de ma découverte de mon orientation sexuelle. Donc, c'est un titre hyper important pour moi. Et alors, dis-nous un peu ce qui a changé. Donc, vous avez repris Têtu depuis 2018. Ça a été relancé en 2018. Ouais, ce qui a changé, c'est que déjà, en fait, quand le titre est sorti pour la première fois en 1995, à l'époque, Têtu, c'était Radio Londres. Oui. C'est-à-dire que c'était probablement le seul média qui traitait des questions LGBT régulièrement, et puis plutôt plus précisément de la communauté gay, comme on disait à l'époque, beaucoup. Aujourd'hui, en fait, tous les médias en parlent. C'est-à-dire qu'en fait, même les médias généralistes traitent des questions LGBT. Ça date à peu près. Le point de bascule, je le pose au moment du débat sur le mariage pour tous, où vraiment la presse généraliste a dit tiens, il faut aussi traiter de ces questions-là. Donc nous, ça nous oblige à faire mieux notre travail, à le faire plus en profondeur, comme je dis. Têtu, c'était un mensuel pendant quasiment 20 ans. Nous, on s'est dit que pour continuer à être désiré, il fallait qu'il se fasse un peu plus rare. Donc aujourd'hui, le titre est un trimestriel. Ça nous laisse plus de temps pour travailler les sujets en profondeur, pour surprendre les lecteurs, pour préparer des jolies couves.
etc. Pour un peu moins, j'ai envie de dire, être dans la monotonie du travail journalistique. Mais surtout, ça nous oblige aussi à essayer de couvrir un peu plus toutes les questions LGBT. Comme tu le sais, c'était un titre qui pendant très très longtemps, s'adressait surtout aux garçons. Nous, la volonté, c'est de continuer à évidemment s'adresser à un gros du lectorat qui reste quand même les hommes homosexuels, bisexuels, mais aussi de traiter toute la communauté LGBT, j'ai envie de dire, dans tous ses états. Vous avez abordé par exemple des sujets en ce qui concerne les lesbiennes ou d'autres sujets clairement, là, dans ce beau numéro 25 ans, il y a un très beau dossier sur sur, j'ai envie de dire, les LGBT parentalité. On s'est vraiment posé la question de savoir quels sont tous les types de parentalité quand on est soi-même une personne LGBT. Donc on a la coparentalité, le recours à la PMA, à la GPA, l'adoption et la transparentalité aussi. C'est-à-dire que c'est une des notions dont on parle très très peu. Très peu, effectivement. La grande oubliée des débats sur la bioéthique, là, donc on a des familles où ces cas de figure existent et on est allé donner la parole aux enfants. Parce qu'on trouve que c'est les enfants qui en parlent encore le mieux. Et ce qui est absolument génial à lire dans ce dossier, c'est que pour les gamins, il n'y a aucun problème. Pour eux, tout est clair, tout est simple. C'est le monde des adultes qui a du mal à comprendre qu'en fait, une famille, c'est plus la famille avec papa, maman et 2-3 enfants, j'ai envie de dire, qui est une famille un peu du passé. Aujourd'hui, les familles, elles sont plurielles et c'est ça qui est très très beau d'ailleurs. Oui. Alors, dis-nous, tu nous parlais donc du magazine donc qui apparaissait, moi rarement que les premiers depuis 95, mais vous avez quand même, vous êtes relié par votre site internet. Il y a des informations quand même qu'on peut aussi trouver sur votre site. Ouais, aujourd'hui, moi, l'idée, c'est d'avoir comme je dis souvent, une plateforme média plus que simplement une expression magazine. Ouais. Donc, évidemment, le site aujourd'hui, pour moi, c'est le cœur de ce que fait Tétu aujourd'hui. C'est un site sur lequel on essaie d'avoir un équilibre entre ce que je dis souvent, et c'est des infos. C'est important pour nous d'être premiers sur l'information. On sort régulièrement des infos, des scoops, comme on dit en langage journalistique, qui sont ça peut être des décisions politiques, des faits divers, parce qu'il y en a encore aussi. Il faut aussi rappeler que les personnes LGBT se font encore agresser, se font discriminer, et que ça, c'est important de couvrir très correctement cette actualité-là, notamment grâce au site tétu.com. Mais aussi, et ça c'est important pour moi, c'est aussi d'avoir une proposition positive, parce que le piège quand on fait un site d'actualité, et notamment sur les questions LGBT, c'est d'avoir que des faits divers, des agressions, des choses comme ça. Et ce qui est important aussi, c'est de montrer qu'en fait, on est une communauté super engagée, très belle, qui se bouge beaucoup, qui fait des très belles choses. Et puis aussi d'avoir une partie un peu qui concerne la culture aussi, c'est important aussi. On a de la chance aujourd'hui. Les livres, il y en a de plus en plus aussi qui vous abordez les sujets livres assez régulièrement. Oui, voilà, l'idée c'est justement de faire vivre la musique, la littérature, les séries télé, d'aller débusquer ce qu'on appelle la représentation des personnes LGBT, leur visibilité, que ce soit dans les séries ou au cinéma, d'en discuter avec les acteurs, les réalisateurs, les chanteurs, les chanteuses. C'est hyper important pour nous de faire vivre aussi ce côté-là. Je dis souvent, moi je répète souvent à mes équipes, imaginez une personne LGBT qui a 15 ans, qui découvre son orientation sexuelle ou de genre, dont la réaction c'est de taper dans Google et de tomber sur tétu.com. Je veux pas lui faire croire que la vie va être difficile. C'est sûr, il y aura des épreuves, il peut y avoir des moments de doute et des difficultés, mais on est aussi une belle communauté qui fait des grandes choses, qui fait des belles choses, et je veux pouvoir refléter aussi quelque chose de positif. Merci Romain, donc courez acheter le magazine Tétu pour ses 25 ans, tant plus qu'en couverture, c'est bien sûr l'icône gay, Mylène Farmer. Oui, on est content d'avoir pu avoir Mylène Farmer pour ses 25 ans. Je disais souvent, pour ce numéro 25 ans, je veux donner aux homos ce que les homos veulent, comme on dit souvent en anglais, I want to give the gays what they want. Je pense qu'on a tous un lien très particulier avec Mylène Farmer, donc on est très heureux qu'elle ait accepté de nous faire cette interview pour Tétu. Merci et à très vite à mon micro. Merci encore. Merci, au revoir. Amar, un jour, tu auras l'occasion d'être en couverture du magazine Tétu. Très certainement. Qui sait, oui. Et alors, l'icône gay, je disais tout à l'heure, Mylène Farmer, c'est une artiste que tu apprécies ?
Oui, non? J'apprécie, oui. Après, je suis pas fin connaisseur. Je pense que c'est ce qu'il disait à l'instant, mais ce qui est vrai, c'est que la pluralité de la famille LGBTQ+, fait qu'on a chacun nos icônes et nos représentations. Ouais. Moi, on parle d'icônes, je partirais plus sur Joe Bryant, par exemple, Ouais, l'icône du glam ouais. rock, totalement déchu, une sorte de héros tragique un peu du XXe siècle, et ça serait plus mon icône gay, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, quand on dit chanteur queer, ça veut dire quoi? Chanteur queer, ça veut dire quoi? Pour moi, être un chanteur queer, je revendique dans ma musique et dans ma manière d'être, que ce soit même aussi sur scène, je revendique mon orientation queer, disons. Je pense que c'est important de souligner aujourd'hui. J'aime mettre du vernis, d'accepter une sorte Ouais. de féminité, Ouais. de la revendiquer et de transformer ça, justement. Et de le passer aussi par la manière de se représenter, c'est hyper important. Ouais. Et donc, ton album sort donc le single le 17. Alors, le single sort le 17, 17. le clip sort le 17 décembre. Ouais. L'album sortira en février. L'album s'appelle Autodisco. Uh-huh. C'est un parallèle entre Autodis, le peintre, et toute cette partie un peu disco. Justement, je trouvais un jeu de mots intéressant et j'ai hâte que l'album soit dehors et qu'on puisse l'écouter ensemble. Et on pourrait le trouver où? Il sera sur toutes les plateformes de téléchargement légal, évidemment. Et aussi, on prépare une sortie vinyle et en CD. Dis-nous, pour finir, l'équipe qui travaille avec toi, si tu pouvais citer les gens qui t'entourent. Sur ce projet, j'ai eu beaucoup de chance de travailler, donc, comme je le disais, avec Cœur des Alpes et Pommes de Pau, qui sont des musiciens absolument incroyables, coproducteurs, et vraiment une collaboration qui a été au-delà de ce que je pouvais espérer. La couverture de l'album a été réalisée par l'artiste queer, encore une fois, Vinus, qui est aussi un très bon ami. Il y a un autre clip aussi qu'on a fait avec Xavier Deranlo, qui a supporté le projet, qui a insufflé son énergie dedans aussi. La rencontre avec Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray aussi, oui. avec qui j'ai co-réalisé le clip, qui est tiré des images de leur film qui je pense va avoir une, et j'en suis certain, Qui est sorti en salle il y a déjà plusieurs qui est sorti semaines, en octobre, effectivement, va ouais. avoir une pérennité à la hauteur du projet. Et c'est ça qui est incroyable dans la musique, c'est que d'un bout de papier, on arrive à rencontrer des gens, que ce soit en studio, même pour des concerts, etc. Je faisais des concerts à New York et je rencontrais des gens aussi là-bas avec qui j'arrivais à travailler, notamment au Stonewall, et qui sont encore des gens avec qui je travaille aujourd'hui. Il n'y a aucune frontière et justement la musique nous permet de toutes les dépasser. Donc, je vous propose d'acheter dès qu'il sortira le 17 décembre, donc le single. Ready to Dance. Ouais. Et merci d'avoir répondu à Merci à vous, l'invitation. Brian. Et c'était vraiment la dernière de la saison en ce qui nous concerne pour marquer le coup, non seulement avec toi, mais aussi avec les 25 ans de Têtu Magazine. Merci d'avoir été à l'écoute et à l'année prochaine. On vous embrasse. Passez de bonnes fêtes malgré tout.